Nicolas Daillot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Ce matin, le gouvernement a parlé d'une saison exceptionnelle pour le secteur du tourisme. C'est aussi votre cas ? Oui, c'est le cas pour le camping, puisque on a mis en place au mois de juin un observatoire national d'hôtellerie de plein air avec Atout France et les offices de tourisme. Donc on a des chiffres un peu plus précis par rapport aux années classiques. On n'est pas obligé d'attendre les chiffres de l'INSEE. Et là, à date, à la fin du mois de juillet, nous sommes à plus 24% de volume de séjour par rapport à la fin juillet de l'année dernière. Alors, avec une petite correction, une petite précision, c'est que l'année dernière, il n'y avait pas de mois d'avril, l'ascension était bonne, mais pas aussi bonne que cette année, et surtout la première quinzaine de juillet cette année a été exceptionnelle, bien meilleure que d'habitude. On est manifestement aussi dans des taux de remplissage beaucoup plus importants par rapport aux années précédentes. On parle de 85-90% de taux de remplissage dans les campings, mais pas seulement, dans tout ce qui concerne justement l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire aussi d'autres types de séjours. Je pense aux cabanes dans les arbres, toutes ces choses qui sont en plein boom, en plein développement. Oui, alors tout ça c'est l'hôtellerie de plein air. Oui. L'hôtellerie de plein air, c'est à la fois... Ça n'est pas que le camping à proprement parler, ça n'est pas que la tente qu'on va planter, de moins en moins d'ailleurs. Alors, le camping marche toujours très bien, c'est-à-dire le camping historique, c'est-à-dire la tente, la caravane, le camping-car marche très bien. Les hébergements locatifs, les mobil-homes, les chalets, évidemment, ont porté la profession depuis des années et continuent de la porter. Mais vous avez raison, d'ailleurs, on a un projet national sur le sujet, le développement de l'insolite, de ce qu'on appelle le glamping, pour faire de la France le premier pays d'Europe pour le glamping, puisqu'on en a la capacité. Et c'est vrai que le mix de tout ça fait que normalement en 2022, si tout va bien jusqu'au bout, on devrait dépasser notre record historique qui est en 2019 avec 129 millions de nuitées. On s'attend à dépasser les 130 millions de nuitées en 2022. Alors ça, c'est aussi possible parce que, et vous l'avez dit, la saison a commencé un peu plus tôt et devrait, si tout va bien, se terminer un petit peu plus tard. Oui. C'est-à-dire octobre, début novembre pour les vacances de la Toussaint. Alors ce qu'on perçoit de manière très nette depuis le début de l'année, depuis que la période de réservation a commencé, c'est que les mois qui progressent le plus sont en premier le mois de septembre. C'est assez étonnant puisque les gens ont vraiment, et notamment les retraités, ont réservé très tôt cette année pour le mois de septembre, y compris en mars-avril, alors que c'était quand même lointain. Il y avait vraiment une envie de partir. Mais également les mois de mai et d'avril ont beaucoup progressé. Le début juillet, je vous le disais tout à l'heure. Ce qui est très important dans ce constat, c'est que ce qui progresse le plus, ce sont justement les mois où il y avait un potentiel de développement. Parce que le mois d'août, qui fait plus de 40% à lui seul du chiffre d'affaires de la profession chaque année, forcément, comme il est très plein, on n'a pas de marge de manœuvre. Justement, le mois d'août, ça reste le mois où l'hôtellerie de plein air, de manière générale, fait le plus gros chiffre d'affaires. Et ce sera encore vrai cet été. Les prévisions vous laissent penser que ce sera encore la même chose ? Il progresse encore un peu, d'après le panel de camping que nous avons, le panel représentatif. Il progresse beaucoup moins que les autres mois pour les raisons déjà évoquées. Il est le mois le plus important parce qu'il a le taux de fréquentation le plus important et parce que c'est évidemment le mois au cours duquel les prix sont les plus élevés. Donc c'est un mois qui génère un peu moins, pas tout à fait 50%, autour de 45% du chiffre d'affaires de la profession à lui tout seul. Alors certes, les ailes de saison se sont beaucoup engraissées au cours des 10 dernières années, mais le mois d'août reste le champion. Alors qui revient justement dans les campings ? Les Français ? Les étrangers aussi ? Alors, tout ça à la fois, c'est-à-dire que ce qui a fait la force de l'hôtellerie de plein air française au cours du Covid, c'est que plus que les autres champions d'Europe du camping, que sont l'Italie, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un peu comme la France, mais l'Espagne, où la proportion de touristes étrangers est beaucoup plus importante. En France, ce sont surtout les Français à 2/3, concurrence des 2/3, qui pratiquent le camping. Ce qui fait que ça nous a permis de garder un volume d'activité très élevé, ce qui n'est pas du tout le cas des pays du Sud qui ont beaucoup plus souffert que nous. Donc il y a à la fois la clientèle traditionnelle en hébergement, mobil-home, chalet, roulotte, etc. Il y a un vrai retour, enfin ça a toujours été le cas puisque la dynamique a toujours resté très forte, mais il y a un retour fort post-Covid de la tente et de la caravane, aussi pour des histoires de pouvoir d'achat. On va y venir. Et on garde une proportion non négligeable, un peu moins forte que pendant le Covid, de ce qu'on a appelé les néo-campeurs, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un camping avant le Covid, qui ont découvert le camping au cours du Covid et qui continuent a priori cette année, notamment dans les segments plutôt haut de gamme. Ce sont souvent des clientèles qui partent à l'étranger et qui cette année restent en France en camping en 4 ou 5 étoiles. Alors justement, ce retour des consommateurs, il est dû, et vous l'avez dit, aussi en partie à l'inflation, parce que ça permet malgré tout de partir dans des budgets
un peu plus contraints ou dans des budgets un peu moins onéreux que quand on prend un billet d'avion et quand on part à l'autre bout de la planète. Oui, il y a vraiment un faisceau de conditions qui nous sont très favorables. D'une part, la volonté de maîtriser le budget. Alors, c'est pas forcément aussi peu cher qu'autrefois parce que les exigences des clients sont différentes. Par contre, en termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable. Une semaine avec une tente que vous pouvez acheter chez un Decathlon, par exemple, ou... J'ai regardé, on est par endroit à 120, 170 € pour un couple. C'est ça. Avec ou sans électricité, mais c'est à peu près ça. Avec une famille avec enfants, c'est entre 200 et 300 €. C'est absolument imbattable. Avec des prestations intégrées dans le prix, la piscine, l'aire de jeu, etc. Avec la possibilité de se faire la restauration dans son propre hébergement. Et on sait que les dépenses annexes, mais également peut-être les restaurants environnants, souffrent un peu plus cette année dans le cadre de ce contexte de maîtrise des dépenses. Eh bien, on peut maîtriser son budget restauration parce que sa caravane, son mobil-home, son chalet a sa cuisine équipée. Et pour une famille qui voudrait partir effectivement pour la première fois en camping, en hébergement de plein air, dans quelque chose d'un peu plus luxueux, on va être dans des tarifs beaucoup plus importants. On est dans les 1200, 1500, voire davantage. On a tout le spectre. En réalité, le rapport qualité-prix est excellent, quel que soit le niveau de gamme. Mais évidemment, quand vous choisissez un 2 étoiles en tente, quand vous venez avec votre propre matériel, vous allez être autour de 200, 250 € pour une semaine en cœur de saison. Et c'est vrai que dans les campings super haut de gamme, ça peut être 1500 € la semaine, sachant qu'il n'y a que 270 campings 5 étoiles sur 7600 campings. Donc n'en faisons pas non plus une généralité, on reste le leader du tourisme social, du tourisme populaire. Oui, et d'ailleurs, il y a énormément d'aides qui sont dévolues justement au départ en vacances et vous acceptez effectivement toutes ces aides. Il y a énormément de gens qui découvrent la France grâce justement à cette possibilité d'hébergement. Oui, parce que l'un des éléments extrêmement importants de la politique sociale du gouvernement français depuis des années, c'est d'amélioration du taux de départ en vacances des Français les plus modestes. On sait que c'est un sujet de cohésion sociale extrêmement fort. La CAF, notamment, donne de l'argent aux familles modestes qui ont des freins au départ parce qu'elles ont des budgets très contraints. Les campings collectent à eux seuls 80% des fonds de la CAF qui permettent de partir en vacances. Ça concerne quand même 500 000 personnes. On a donc toujours des envies de vacances, de plus en plus en plein air. On a ce besoin peut-être aussi de retrouver ce rapport à la nature. On va où? On va toujours à la mer, ça a toujours la côte. Mais j'ai l'impression qu'on se tourne aussi de plus en plus vers le rural. Est-ce que c'est vrai? Alors déjà, il y a une première confusion qui est souvent faite, c'est que le littoral, en ce qui concerne le camping, est aussi du rural. Parce que vous savez que le linéaire côtier français est composé certes de stations balnéaires, de villes parfois, mais beaucoup de nature. Et les campings sont souvent positionnés dans la nature. 2/3 des campings littoraux sont ruraux. Et c'est vrai qu'on choisit la nature, on choisit la campagne, on choisit les paysages quand on choisit les campings. Le littoral, clairement, surperforme toujours, et cette année en particulier, puisqu'il y a un petit atterrissage post-Covid. Pendant le Covid, l'intérieur, les départements verts de l'intérieur ont été prisés, notamment par les urbains qui partaient à l'étranger, qui ont choisi les campings à l'occasion du Covid. Comme ils repartent en partie à l'étranger, l'intérieur rural reste dynamique, mais un peu moins que le littoral. Par contre, le littoral fait un retour en force. Je vous donne juste le chiffre 2019. Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019, dernière année normale, le littoral a fait à lui seul 56% des nuitées touristiques en hôtellerie de plein air. Donc le champion reste le littoral. Et le champion des champions, c'est toujours l'Occitanie? Alors, il y a plusieurs manières d'apprendre les choses. Le champion des champions, si on prend les départements, c'est la Vendée. Et ex aequo, 21 millions de nuitées chacun l'année dernière, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Alors, on parlait des difficultés tout à l'heure des Français quant à l'énergie, quant au prix du carburant, pour se déplacer, venir sur son lieu de villégiature, et puis aussi les difficultés qui s'annoncent à la rentrée. Comment est-ce que vous y faites face, justement, dans vos différents établissements? Est-ce que cette question de l'énergie a été un vrai sujet pour les patrons de camping, notamment? Alors, il y a deux manières d'apprendre les choses. Cette histoire de pouvoir d'achat, d'augmentation des coûts d'énergie, a été finalement aussi un facteur favorable à l'hôtellerie de plein air, puisqu'on s'aperçoit que les clients sont allés plus près de leur domicile en camping que d'habitude, que certains ont choisi le camping alors qu'ils partaient plutôt en village de vacances en Espagne ou en Tunisie. Donc ça nous a favorisé. Par contre, c'est vrai qu'il y a le volet charge pour les exploitants de camping, et encore on est protégé par des contrats sur 2-3 ans qu'on avait négociés, mais le prix de l'électricité, le prix du gaz pèse quand même lourd dans les comptes de résultats des campings. Donc on y travaille activement, notamment on a un plan solaire qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir justement
justement réduire notre dépendance énergétique et continuer de proposer des prix extrêmement compétitifs. Parce que dès lors que nous sommes le leader du tourisme social, si nos charges dérapent, on sera peut-être contraint aussi un jour d'augmenter légèrement les prix pour répercuter. Ça n'est pas le cas, vous ne les avez pas augmentés. Ça n'est pas encore le cas parce que l'augmentation des prix a démarré vraiment au cours du début du deuxième trimestre. Comme il y en a une forte dynamique de réservation dès le début de l'année, beaucoup de réservations ont été déjà enregistrées. Et puis comme en général on fait les prix pour l'année, même si on est un peu plus dynamique dans le pricing maintenant qu'on l'était il y a 10 ou 15 ans, mais grosso modo les prix ont été très maîtrisés. Mais si les charges dérapent, il ne faut surtout pas qu'on soit obligé d'augmenter nos prix parce que là, il y aura un effet direct sur la fréquentation, dès lors, encore une fois, que nous sommes le leader des vacances pour les familles qui ont des budgets serrés. Vous savez qu'on s'intéresse aussi à la question des salariés, se pose de manière récurrente, j'ai envie de dire, celle des saisonniers dans votre profession. Comment est-ce que vous avez géré la question? Il y a souvent tout un tas de problématiques, le logement des saisonniers, leur rémunération et puis aussi leur fidélisation. Exactement. Alors, dans l'hôtel plein air, on a 10 000 CDI et 40 000 saisonniers. On a évidemment les mêmes problèmes que tout le monde, avec quand même quelques nuances en ce qui nous concerne, puisque vous parliez du logement. Dans les campings, on a de l'espace. Donc on arrive à installer des mobil-homes, des chalets, des hébergements plutôt sympas pour les saisonniers, puisque évidemment il n'est plus question aujourd'hui de les loger comme dans les années 70 dans une tente avec un lit de camp. Aujourd'hui il faut évidemment les loger dans les meilleures conditions possibles. Dès lors que tout en travaillant en camping, on s'amuse aussi en camping, on se fait des amis, on peut participer à des festivals pendant ses repos, etc. On a un peu moins de difficultés à recruter que d'autres secteurs. Néanmoins, il y a des campings qui n'ont pas trouvé, notamment je pense aux groupes qui ont beaucoup de volume de salariés, des groupes de camping et pas seulement, des gros établissements qui ont beaucoup de services et beaucoup de prestations, qui n'ont pas trouvé leur contingent de salariés habituels. Et on a un plan national justement là-dessus, avec une plateforme des métiers, avec une présentation des métiers variés qu'on trouve dans l'hôtellerie de plein air, parce qu'on a tous une idée quand on cherche un emploi saisonnier des salariés ou des cuisiniers qu'on trouve dans les restaurants de bord de mer, par exemple, mais on ne pense pas à la variété des jobs qu'on trouve dans les campings, les animateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites vraiment la promotion des métiers du camping. Il y a la possibilité entre guillemets, de faire carrière dans vos professions. Il y a les deux volets. Effectivement, nous allons créer une marque employeur à l'échelle de la branche. Alors les groupes de camping, eux, créent des marques employeurs à l'échelle de l'entreprise, comme font toutes les grosses entreprises. Par contre, comme nous sommes dans un secteur très atomisé, avec beaucoup de petits campings qui n'ont pas les moyens de développer une marque employeur, on la développe à l'échelle de la branche, puisqu'il n'y a qu'une branche et qu'une fédération pour tous les campings français, quelle que soit leur taille et leur profil. Et en plus, c'est vrai, vous avez raison, le développement des services et des prestations et le développement de l'activité dans nos entreprises depuis maintenant une vingtaine d'années permettent aujourd'hui à des salariés de faire carrière dans le camping, comme directeur de camping, comme chef animateur, comme cuisinier, avec une embauche à l'année, un logement sur place ou à proximité. Marque employeur qui sera créée à quel horizon? Est-ce que vous avez déjà... Ça y est, c'est en cours? On est en train de le faire. Pour 2022, ce sera fait à la fin de l'année. On sera prêt pour 2023. Vous m'avez parlé de quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellée, puisque manifestement, vous avez beaucoup de projets cette année qui sont en cours, justement sur le glamping. Quand est-ce que les choses vont se mettre en place? Comment est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez un plan de bataille d'ores et déjà? Oui, tout à fait. Parce que l'hôtellerie de plein air française, c'est parfois méconnu, mais est le leader européen du secteur. On est leader mondial avec les États-Unis. Et on est dans un paradoxe total dans la mesure où on a triplé le chiffre d'affaires de la profession en 20 ans, mais on a perdu dans l'intervalle 1500 campings. Et on sait bien qu'en matière touristique, on ne peut pas être une destination très attractive si nous ne disposons pas de lits touristiques en quantité importante, si on veut rester vraiment une destination phare dans le concert des nations touristiques. Or, le camping, c'est la moitié des lits touristiques collectifs de la France. Ce qui fait qu'on ne peut pas être dans une logique malthusienne à perdre des campings chaque année. On en perd à peu près une centaine chaque année. On a 3000 petits campings qui aujourd'hui meurent les uns après les autres parce qu'ils ne trouvent pas leur modèle économique pour la plupart, ce qui n'est pas le cas de tous, mais ce qui est le cas de beaucoup. Et donc, le travail qu'on a en cours avec la BPI et la Banque des Territoires, c'est justement de les redynamiser sur le segment du glamping, parce qu'en étant petits, ils peuvent atteindre la taille critique par un niveau de chiffre d'affaires suffisant pour vivre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc beaucoup de projets pour l'année et les années qui viennent, avec évidemment un fort développement de cette hôtellerie de plein air dont on vient de parler. Merci beaucoup Nicolas Daillot d'avoir été avec nous dans le grand journal de l'écho sur BFM Business.